moi, je me suis lancé avec mes petits moyens, c'est-à-dire que quand j'allais voir les banques en disant que je voulais faire la sauce piquante, et bien, les gens, bon, ils comprenaient pas, donc il y a personne du coup qui voulait me prêter des sous pour lancer ma boîte. Et avec mes économies, j'ai lancé que 2 sauces du coup, voilà, pour tester un petit peu le marché. Et là, aujourd'hui, on se retrouve, les gars, 8 mois plus tard, avec un sac à dépasser les 60 000 euros mensuels, donc vraiment impressionnant. Je pense même nous, on s'attendait pas à ce que ça aille aussi loin, surtout ces 2 derniers mois. Et les budgets, pareil, ont pas mal augmenté. Tu étais à 3-4 000 en octobre 2024 à plus de 15 000 là sur le mois de juin, donc c'était évidemment notre record. 99% des gens qui achètent n'achètent pas pour le produit, mais achètent pour les choses que permet le produit. En fait, les gens s'en foutent d'un produit d'une marque. Franchement, ils s'en foutent. Ce qu'ils achètent, c'est ce que, en gros, le produit règle comme problème, ce que le produit satisfait comme désir, et les émotions et tout ce qui va être comme valeur perçue, ce genre de choses. C'est ça que les gens achètent. Mais globalement, la plus performante jusqu'à maintenant, c'est la toute première qui tourne depuis. Après, il y a pas mal d'interactions, donc tout ce qui est like, commentaires, ça y joue aussi. Mais celle-ci, par exemple, elle tourne, je pense, depuis presque un an, hein, je dirais. Donc... Hello tout le monde, salut Stéphane, salut Elisabetta, salut Quentin, je suis ravi de vous recevoir tous les trois dans le rendez-vous marketing, hein. Vous savez, le podcast où on interroge des e-commerçants ou des experts du marketing qui ont connu des croissances qui peuvent être maîtrisées ou pas maîtrisées. Et aujourd'hui, c'est celle de Stéphane et de sa marque Les Piments de Papa qu'on a envie de vous présenter, qu'on a orchestré avec lui. Très belle croissance qu'on a fait depuis je dirais presque un an. On s'est un peu connu vers cette période-là de l'année dernière où Stéphane il faisait la transition entre B2B et B2C. Donc je l'avais redirigé vers la formation qu'on a créée. Stéphane a suivi la formation, il a augmenté son chiffre d'affaires en B2C et il est passé à un chiffre d'affaires de plus ou moins, tu me dis si je me trompe Stéphane, mais 11 000 euros hors taxe au mois d'octobre 2024. Et à ce moment-là, on s'est reparlé pour t'aider au niveau de la gestion des campagnes, parce que tu avais atteint, selon toi, un plafond de verre dans ce que tu pouvais faire tout seul. Et là, aujourd'hui, on se retrouve, les gars, 8 mois plus tard, avec un sac à dépasser les 60 000 euros mensuels, donc vraiment impressionnant. Je pense même nous, on ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi loin, surtout ces 2 derniers mois. Et les budgets, pareil, ont pas mal augmenté. Tu étais à 3-4 000 en octobre 2024 à plus de 15 000 là sur le mois de juin, donc c'était évidemment notre record. Et ce que je voulais faire avec vous, c'est d'en faire un podcast et de discuter vraiment de tout ce qu'on a pu mettre en place tous les trois, parce que c'était un vrai travail d'équipe pour en arriver jusque-là. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est tous les trois présents. Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est peut-être qu'on fasse un petit tour de table rapidement pour vous présenter vos rôles, ce que vous faites. Et puis après, on enchaîne sur les questions pour Stéphane pour démarrer. Alors bonjour à tous, moi c'est Stéphane des Piments de Papa. Donc j'ai fondé ma marque en janvier 2024, et c'est vrai que comme tu l'as dit, j'étais très orienté B2B au début, et c'est vrai que au tout début ça allait très doucement, c'est-à-dire que j'avais qu'un employé, on essayait voilà, la marque était peu connue, la sauce piquante c'était pas très démocratisé. En France, il y avait qu'un seul très gros acteur sur le marché en France, et c'est vrai qu'on ramait un petit peu pour faire découvrir le produit, etc. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours eu l'envie d'en fait sortir la marque au niveau e-commerce, voilà. Et par manque de connaissances, voilà, j'ai beaucoup galéré en fait, hein. Donc j'ai testé des choses, etc. Trouvé les promesses qui matchaient bien, et c'est vrai que par la suite. Par la suite, en fait, je m'étais rapproché de toi parce que j'écoutais pas mal tes podcasts pour voir s'il y a possibilité qu'on bosse ensemble. Et très honnêtement, c'est vrai que tu m'as dit que c'était peut-être pas le moment de bosser avec une agence. Donc, moi, je suis parti sur ta formation, qui était très complète d'ailleurs, et j'ai pu approfondir mes connaissances, ce qui m'a permis en fait de débloquer déjà le premier palier en fait, hein, tout simplement. Donc, au tout début, avant de commencer la formation, je crois que j'étais à peu près entre 1 500 et 2 000 euros de CA sur le site e-commerce, et après j'ai réussi à atteindre les 10 11 000 euros. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je sentais que j'avais atteint un deuxième plafond de verre, et le côté B2B, il avait pris pas mal d'essor également, quoi. Donc c'est vrai qu'entre tout, ça me sollicitait beaucoup, et je sentais qu'en fait, je j'avais pas les connaissances et pas le temps pour pousser le truc encore plus loin. Donc on a rediscuté, et là, écoute, tu m'avais dit que tu sentais que c'était le moment également, et puis après, on a lancé la collab ensemble, et voilà. Je rebondis, mais vu le skate, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est vrai qu'on s'était rencontrés, j'avais vu le produit en lui-même, je connaissais déjà. Je connais, enfin, sauce piquante, tout le monde connaît. Mais tu vois, j'avais déjà entendu une agence concurrente qui avait un compte dans ce secteur-là, pas en France.
Et il m'avait déjà expliqué que c'était un truc qui marchait vraiment bien. Et donc déjà ça m'avait réconforté quand on s'était parlé comme quoi je m'étais pas trompé en quelque sorte sur le potentiel. Mais je me rappelle aussi qu'on avait fait le call et je t'avais dit, attends, il y a sur le site, il y a ça que tu peux refaire, ça que tu peux améliorer. Et tu Oui, sais, tu c'est l'avais vrai, tout de ouais, suite c'est fait. vrai. Et je pense que tu avais beaucoup humanisé le site, qu'il n'était pas tant que ça dans les pages produits et ça avait déjà pas mal aidé. Et voilà, c'est juste ça que je voulais dire avant nos deux amigos, donc Quentin et Elisabetta, enchaînent. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin, je suis Media Buyer chez DHS et j'ai accompagné Stéphane dans son scale, donc on bosse avec lui depuis à peu près 8 mois, donc c'est un plaisir et on aura l'occasion de reparler juste après tout ce qu'on a effectué pour Stéphane. C'est aussi toi qui as fait l'audit, je pense, du C'est compte. ça, effectivement. J'ai aussi fait justement l'audit de Stéphane, donc j'ai vu au début tout ce qu'il avait mis en place, tous les tests qu'il avait mis. C'était assez intéressant de voir comment le compte était structuré au début. Il y avait des bonnes choses, il y avait des choses à revoir, effectivement, parce qu'on avait atteint un certain plafond de verre, comme disait Danilo. Il y avait une bonne structure de base pour générer des premiers résultats, ce qui a été fait, donc c'était plutôt intéressant. Mais voilà, il y avait quand même des choses à restructurer et à faire pour pouvoir monter à 15 000 euros de dépenses par mois en aussi peu de temps. Et ben, je termine du coup. Moi, c'est Elisabetta. Moi, donc, je m'occupe chez DHS surtout là de plus en plus sur tout ce qui est stratégie créative. Et donc, pour les piments de papa, nous, je me rappelle dès que Danilo, tu nous l'avais présenté avec Quentin, on s'était, en fait, chez DHS, d'ailleurs, Stéphane, Danilo nous présente un projet, on se positionne ou non. Et donc, avec Quentin, on s'était positionnés tous les deux. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, on le prend les deux, parce que tous les deux, on voyait le potentiel. Tu avais bien incarné la marque, tu avais le produit qui avait du potentiel. Donc, on était pas mal intéressés. Donc, après, Quentin, il a fait l'audit, on a commencé. Et après, on va parler de la suite juste après. C'est marrant parce que quand je me rappelle quand j'ai fait l'audit, ce qui est intéressant c'est que du coup Elisabeth et moi on adore la créa, tout ce qui est stratégie etc. Donc franchement ce compte il était hyper intéressant. Moi quand j'ai fait l'audit j'ai vu directement toutes les possibilités qu'il y avait. On en reparlera aussi après mais Stéphane est hyper à l'aise devant la caméra et je pense que ça a un gros impact aussi pour ce scale là. Mais ça s'est tout de suite vu dès l'audit qu'il y avait un fort potentiel à ce niveau-là. On l'avait tous les trois senti. Moi, je me rappelle en fait que dès que je fais une présentation d'un compte sur Slack, je dis voilà le compte, voilà le site, voilà ce que m'a dit le client en termes de chiffre d'affaires, en termes de budget. Et moi, je me rappelle avoir dit bon, compte à gros potentiel, je vous préviens, il y a un truc à faire. Même si effectivement, on en parlera peut-être une autre fois, mais c'est vrai qu'une agence normalement prend des comptes un tout petit peu plus gros. Mais comme on voyait que ça allait assez vite, on s'est dit ok, là il y a peut-être un pari à tenter. Et on est content de l'avoir tenté avec toi il y a 8 mois. Bon, maintenant, on va passer à la suite parce qu'il y a plein de choses qu'on peut raconter, mais c'est vrai que c'est bien de revenir sur l'histoire fondatrice de la marque et sur l'histoire de Stéphane parce que c'est toi qui l'as fondé. Je t'avoue que je pensais que tu l'avais fondé il y a un peu plus longtemps. Je pensais que ça faisait plus longtemps que tu existais. Là, quand tu m'as dit janvier 2024, j'étais étonné. Mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer voilà, comment est née la marque, d'où est venue l'idée. Je sais que tu mets en avant l'histoire familiale aussi. Donc, j'aime bien que tu reviennes dessus et puis après, on fait le point sur 2024. Oui, bon, alors, comment est née l'idée des piments de papa? Donc, je pense qu'il faut reprendre du coup l'histoire un petit peu plus tôt en fait dans ma vie. Donc, moi, j'ai grandi en Guyane française et j'ai des origines brésiliennes. Donc, en fait, le piment, ça fait vraiment partie de ma vie, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie de la cuisine au quotidien que je mangeais, etc. Et c'est vrai qu'après, en arrivant en France, en fait, j'ai pas retrouvé ce petit truc-là de sauce piquante, de plats pimentés bien cuisinés. Et c'est quelque chose qui s'est un petit peu en allé de mon côté de ma vie et qui a été ravivé grâce à mon beau-père, du coup, qui est le père de ma femme, que j'ai rencontré parce que lui, il a fait 33 ans dans l'armée, donc il a fait une très grosse carrière militaire. Et il a bourlingué un petit peu partout, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, et c'était un gros fanat de piment, quoi. Donc c'est vrai qu'ensemble, on a commencé à cuisiner des recettes, des petites choses comme ça. Et moi, j'ai été une période charnière de ma vie, c'est-à-dire que l'armée, je voulais quitter l'armée à ce moment-là parce que voilà, j'ai rencontré ma femme, elle était enceinte, et c'est vrai que l'armée, c'était très compliqué pour la vie de famille en fait, et on se voyait pas continuer, et on voulait pas d'une vie comme ça entre guillemets. Donc, moi, j'étais en pleine reconversion professionnelle, donc je me demandais ce que j'allais faire, et en fait, par hasard, vu que le piment faisait partie de notre quotidien, des proches m'ont demandé, bah, pourquoi est-ce que tu ferais pas ça? Ils m'ont dit ça en rigolant, mais sauf que voilà, faire des sauces piquantes à la maison tranquille avec son beau-père, sa famille, c'est pas la même chose que de monter une boîte, la structurer, faire suivre la production, le marketing, et cetera. Donc ça a été
une grosse période de réflexion. Et puis après, c'est vrai qu'après moi, quand j'ai pris ma décision, j'enclenche vite les choses derrière. Donc ça a été fait très rapidement. Et puis j'ai élaboré mes recettes. Et puis après, j'ai commencé avec 2 recettes. C'était quoi, du coup, la première sauce que tu as sortie? C'était laquelle? Alors, j'avais préparé du coup avant la sortie officielle de la marque, j'avais préparé 4 sauces, pardon. Donc il y avait l'italienne, la barbecue, la costaude et la verdée. Et je les avais déjà prêtes, sauf que bah moi je me suis lancé avec mes petits moyens, c'est-à-dire que quand j'allais voir les banques en disant que je voulais faire la sauce piquante, et bien voilà, je suis dans le Tarn, c'est pas une région super dynamique non plus, on n'est pas à Paris ou quoi. Donc les gens, bon, ils comprenaient pas, donc il y a personne du coup qui voulait me prêter des sous pour lancer ma boîte. Et donc, avec mes économies, j'ai lancé que 2 sauces du coup. Voilà, pour tester un petit peu le marché. J'ai vu que ça prenait bien. 2 mois après, j'ai sorti du coup les 2 autres que j'avais sous le coude. Et puis après, on a enclenché le reste. En tout cas, ça a été vraiment vite. Moi, ce que je voulais dire, c'est en gros, tu sais, la partie branding, moi, ça m'intéresse toujours. C'est comment tu trouves ton nom, comment tu crées ton site. Tu as parlé des sauces que tu as créées, de leur nom également. Tout ça, comment tu l'as pensé et à quel point tu l'as vite implémenté. Parce que ce que je comprends, comme tu dis, tu as pris ta décision et puis boum, tu t'es déjà, enfin, t'as lancé les produits, tu as cherché des fonds et après, je suppose que tu as commencé à prospecter pour aller chercher des clients B2B. Oui, c'est ça. Donc, alors, si tu veux, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai quitté l'armée parce que je voulais vraiment d'une vie de famille correcte. Donc, en fait, c'est un petit peu imprégné en moi ce côté familial, voilà, partage, etc. Donc, on a réfléchi au nom et on s'est dit les piments de papa. C'est vrai que ça incarne totalement en fait ce que je veux véhiculer, parce que moi j'ai pas envie de faire une marque juste pour faire de l'argent. Il n'y a pas d'intérêt quoi. Moi je veux vraiment être aligné avec tout ce que je fais et me dire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ok, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait et surtout j'ai proposé des choses correctes aussi à mes clients, parce que le but c'est pas juste comme j'ai dit tout à l'heure de ramasser de l'argent et de profiter voilà de la confiance que peuvent m'accorder les gens. Moi, du début à la fin, j'essaie de faire des choses propres, correctes. Et puis voilà. Écoute, moi, ce que je veux peut-être revenir rapidement, c'est la première année, mais vraiment aller le plus vite possible parce qu'on a beaucoup de trucs à dire au niveau acquisition. Comment c'est profilé? Donc, tu as eu, je pense, 6 mois très orienté B2B. Je pense que tu avais déjà le site. Et à un moment, pourquoi tu as pensé, par exemple, à te dire, bah, en fait, je vais maintenant développer les sites web, sachant que le B2B avait l'air de déjà bien marcher? Mais comme je t'ai dit, en fait, c'est que moi, j'avais pas du tout vu les choses comme ça. Je me suis dit, le site internet, je l'ai fait moi-même, du coup, sous WordPress. Et, euh, et en fait, je voulais absolument que le e-commerce marche de suite, sauf que j'avais pas forcément les connaissances que j'ai maintenant. Donc, je me suis vite rendu compte que le e-commerce, en fait, c'est pas si simple que ça. Il suffit pas d'ouvrir sa page Insta, poster 2, 3 trucs, et booster une publication, et puis en croisant les doigts pour que ça marche. Il y a vraiment une grosse réflexion à faire derrière. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à mettre en place. Donc c'est vrai que je voyais que ça avait pas pris comme je voulais. Donc on s'était orienté sur le B2B du coup par la suite. Et en fait, le B2B, c'est quelque chose où vraiment, faut pas lâcher. C'est-à-dire que voilà, tu vas voir les gens, tu vends ton produit, tu le montres, t'appelles, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple entre guillemets, même si c'est un peu plus rébarbatif pour en fait développer ce côté-là, quoi. Bien sûr. En tout cas, bravo parce que le site, c'est vrai que tu l'avais sur WordPress. Il était, bah, comme tu dis, c'est toi qui l'as fait, donc il n'était pas aussi bien que le site d'un e-commerce qui a été fait par une agence ou par un professionnel. Et là, aujourd'hui, tu l'as sur Shopify. Il est super bien fait. Il a très bonne UX. Et pareil pour le compte Instagram où je vois que le travail que tu fais au niveau vidéo, au niveau des contenus que tu partages avec certaines vidéos qui ont buzzé, c'est top. Mais comme tu dis, c'est un métier. Il y a plein de trucs à savoir. Bah, déjà, c'est les leviers d'acquisition, les outils, comment tu fais convertir les gens. Tu as plein de méthodes sur le site en lui-même pour les faire convertir, mais aussi faire en sorte que le panier moyen soit plus élevé. Donc, je suppose que tu as appris des choses sur le tas. Moi, la question que je voulais te poser pour t'amener vers la partie méta, c'est justement comment tu as découvert la pub méta en te disant, ben ouais, il faut que je fasse de la pub méta parce que c'est ça qui va me permettre de développer mon e-commerce.
Alors tout simplement parce que je suis, alors moi j'ai pas de formation en marketing, à proprement parler, mais ma femme en fait elle est à son compte depuis très longtemps maintenant en fait, quasiment, depuis le début quoi. Elle a connu que ça et c'est vrai que moi, je te disais que j'étais en période de reconversion donc je l'aidais beaucoup dans le développement de sa boîte et c'est vrai que voilà, je suis très autodidacte donc j'écoutais beaucoup de choses sur internet, je lisais des blogs dont du coup, ton blog que j'ai trouvé et c'est vrai que et c'est vrai que du coup, j'ai eu ces petites connaissances, grâce au passage avec ma femme et je me suis dit: «Bah, pour elle, ça a marché», donc je me suis dit: «Bah, c'est sûr que pour développer ma boîte, sur le côté B2C e-commerce, il faut que je fasse de la publicité sur Meta, quoi». D'accord. Ok, d'accord. Je l'avais pas vu comme ça. Je pensais que tu avais découvert la pub méta, voilà, sur YouTube ou via mon blog, quand tu avais les piments de papa, mais c'était avant d'avoir la marque ou pendant que tu. Ouais, c'est ça. En fait, avant, je bidouillais un petit peu, mais vraiment, je bidouillais, quoi. Et puis, c'était pas pareil. C'est-à-dire que ma femme s'est très orientée vers la prestation de service. Donc, je connaissais deux, trois petits trucs, mais sur la prestation de service. Et après, c'est vrai que là, j'ai totalement repensé le truc parce que, voilà, c'est du e-commerce, c'est du produit. Donc, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Ok, ok. Et donc là, ensuite, tu lances méta juillet-août. Ça prend bien. Tu augmentes les budgets au fur et à mesure parce que tu as pris quelques connaissances dans la formation, qui est quand même assez longue, comme tu sais. Où tu m'as dit que tu sais la suivre le matin ou un truc comme ça. Et à ce moment, vers je sens septembre-octobre, tu sens qu'il y a quelque chose, le chiffre d'affaires augmente, les pubs continuent à bien tourner. À quel moment tu te dis, ben, j'ai besoin de passer à la vitesse supérieure et qu'est-ce qui te fait en fait euh, prendre ce pas, tu vois, vers le fait de déléguer tes campagnes, vu que c'est quand même un truc, tu savais déjà que ça avait un certain coût. Bah, écoute, comme tu as dit, c'est vrai que moi, moi, en fait, j'avais balancé, en fait, les publicités sur Meta à partir de mais vraiment de façon, «concrète» entre guillemets, au mois de juillet-août et c'est vrai que, voilà, je suivais ta formation, comme tu disais, le matin, je me levais tôt, avant de commencer le travail, tout simplement parce que, j'étais tout seul, en fait, dans ma boîte, donc je faisais tout. C'est-à-dire que, voilà, je gérais la partie marketing, j'essayais de faire le community manager, la logistique, la prod. En fait, j'étais vraiment tout seul. J'avais qu'un employé, mais il était vraiment réservé du coup au côté B2B parce que ça demandait aussi beaucoup de temps. Et puis voilà, au bout d'un moment, j'ai senti qu'il fallait passer à la vitesse supérieure par manque de connaissances, mais aussi par manque de temps, quoi. Parce que moi, j'arrivais pas à être partout et c'était un pari gagnant parce qu'une fois que du coup on s'est mis à collaborer ensemble, voilà, ça a bien démarré et après, j'ai pu aussi employer 2 autres personnes à mi-temps au début, qui m'ont aidé au quotidien. Et puis après, voilà, que j'ai passé à temps plein maintenant. On en parlera plus tard, mais c'est vrai que maintenant, je crois j'ai 5 ou 6 employés, donc voilà, Ah, ça c'est vrai? commence à bien Ah, ça a tourner. été super vite. Ouais, franchement, on en parlera après. Je suis trop intéressé que tu nous expliques ça au niveau structure. Mais là, j'ai vraiment envie aussi qu'on rentre dans le concret. Enfin, quand je dis concret, la partie purement méta, ça va intéresser les éditeurs à qui on a promis qu'il y avait une belle étude de cas. Peut-être pour Quentin ou Elisabetta, je ne sais pas qui va répondre à cette question, mais c'était quoi votre diagnostic créa? Là, vraiment, je parle créa. En arrivant sur le compte, qu'est-ce que vous avez observé? Et ben, du coup, quand on a repris le compte, en fait, le compte, il était structuré. Tu me dis si je me trompe, Stéphane, mais si je me souviens bien, tu avais fait ça comme ça. Vu que tes créas, si tu mettais plusieurs créas dans une seule campagne, tu voyais qu'elles dépensaient pas. Tu les avais séparées une campagne par créa. Je sais pas si tu te souviens, mais Si, c'est ça. J'avais fait une Advantage Plus par créa, c'est ça voilà, c'est exactement. ça. Et du coup, ben, il y avait plein d'Advantage Plus, ce qui était pas mauvais en soi, parce que du coup, toutes les créas ont bien eu leur budget. Mais c'est vrai que du coup, pour scaler le compte, c'était plus compliqué parce que on a un peu, pas une structure idéale, mais qu'on conseille quand même. Et ça a été le but un peu avec Quentin de restructurer le compte tout en gardant les meilleures créas et les meilleures campagnes. Et petit à petit, réduire le nombre de campagnes. Et c'est ce qu'on a rapidement fait dès les premières semaines et pour après avoir la structure un peu qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est que pour scaler, c'est vrai que si tu as plusieurs campagnes, bah, évidemment, le budget est réparti entre plusieurs campagnes, il faut augmenter les campagnes qui fonctionnent le mieux, etc., etc. Tu profites pas de la puissance algorithmique. Du coup, c'est vrai que c'est pas idéal, mais c'est bien, effectivement, pour tester des créas. Et puis, même, évidemment, si tu as le budget qui te le permet, tu peux avoir un peu plus de campagnes pour tester. Ou des ad sets, des ensembles de pubs. Euh, Autre question. Vous avez vu qu'il y avait des créas qui fonctionnaient.
mais quel genre de choses vous avez fait sur le compte, quel genre de décision vous avez pris pour trouver davantage justement de concepts, formats et angles winners, parce qu'on sait que tout l'enjeu, c'est de trouver des angles et des concepts qui fonctionnent bien. Yes, alors comme disait Elisabetta, la plus grosse partie du taf, ça a été la restructuration. Et donc évidemment, ça a joué un très gros rôle dans le fait de pouvoir trouver des créas qui fonctionnaient. Le but, ça a été de regrouper effectivement par étapes. Donc au début, forcément, on allait tester les axes. Ensuite, on a testé justement les concepts, les messages, etc. Et en fait, cette restructuration-là nous a permis de voir les assets qui fonctionnaient et pouvoir itérer encore plus et créer du volume là-dessus. Et donc c'est en fait cette structuration où on a globalement fait une créa, un adset qui nous a permis justement de trouver des éléments qui fonctionnaient, qui sortaient du lot. Et évidemment, il y a toute la partie budget aussi qui rentre en compte, puisque si on a un mauvais budget, forcément la créa sous dépense, c'est pas forcément intéressant pour avoir des résultats qui sortent. Mais en tout cas, voilà, c'est cet aspect restructuration qui nous a permis de trouver des éléments gagnants. Ok, donc une campagne de test avec un adset par test créatif. Donc ça, c'est ça. le Et test. peut-être pour donner un peu plus d'idées, quelques exemples de tests, c'était par exemple, quand on dit qu'on testait les axes, on reprenait, Stéphane avait testé des vidéos et des images. Donc les images, c'est ce qui est le plus simple à tester. Donc on avait commencé par ça. On avait demandé à Stéphane pas mal une même créa, en fait, une même image statique, et on faisait varier que le message pour tester différents angles. Et ça, c'était un des premiers tests aussi qu'on a fait. Et rapidement, on a trouvé un message gagnant qu'aujourd'hui, il est partout. Et c'était lequel? C'était, c'est devenu le slogan de la marque. Je sais pas si Stéphane, tu veux le dire. Ouais, c'est ça. Enfin du piquant avec du goût. Le Voilà. slogan de la marque. C'est assez important pour ceux qui nous écoutent, c'est que il faut faire les choses dans l'ordre et tester un élément par un élément, parce que le but, c'est que si vous testez plusieurs choses, si par exemple vous testez les axes avec des messages différents en même temps, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, vous savez pas pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas. Et ça, c'est hyper important et c'est le problème sur beaucoup de comptes. C'est pour ça que c'est important dans un premier temps de pouvoir tester les axes. Une fois que vous avez un axe qui fonctionne, pouvoir l'essorer au maximum avec plein de messages différents. Et une fois que vous avez votre axe gagnant avec vos messages gagnants, vous allez pouvoir tester des concepts qui vont être plus atypiques les uns que les autres. Et c'est ici en fait que tout se joue, et c'est sur cette itération-là et sur ces déclinaisons de concepts qu'on va pouvoir aller chercher des gros scales comme on a été chercher. Voilà, donc si je dois résumer, au début, vous étiez concentré sur l'axe et les messages qui en découlent, puis après sur les concepts, les formats. Aujourd'hui, je sais qu'on a beaucoup de formats vidéo, des formats où on a directement des UGC avec notre ami Adrien, par exemple, ou des FGC avec Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Parce qu'on sait que certaines des créas UGC, FGC ont bien fonctionné. Je pense qu'il y a aussi des statiques qui ont encore mieux fonctionné, voire même qui ont fait plus de ventes, mais je veux bien qu'on parle un peu de ça en détail. Ouais. Comment ça s'est déroulé? En fait, la première chose, c'est comme on disait, on a récupéré les statiques que Stéphane avait déjà fait. Après, on lui a demandé du coup, parce que il a parfois des nouvelles photos qui arrivent, qu'il fait avec une photographe. Donc on a testé, à chaque fois on teste avec ce message gagnant ces nouvelles photos. Mais globalement, la plus performante jusqu'à maintenant, c'est la toute première qui tourne depuis. Après, il y a pas mal d'interactions, donc tout ce qui est like, commentaires, ça y joue aussi. Mais celle-ci, par exemple, elle tourne, je pense, depuis presque un an, hein, je dirais. Donc, elle performe très bien. Il y en a d'autres qui sont arrivés. C'est toujours en fait le côté goût. Donc, quand on voit un plat bien présenté qui performe bien. Et ensuite, pour tout ce qui est UGC, FGC, donc FGC, c'est une chose qu'on continue à faire. Donc, nous, on fournit souvent des scripts à Stéphane pour qu'il continue à incarner la marque. Ça, c'est un élément qu'on a voulu garder. Et depuis peu, en soi, ça doit faire 2-3 mois qu'on a lancé les UGC, je pense. Non, Stéphane, Quentin? À peu près, ouais. Oui, je pense. Avec Ouais, à Adrien. peu près, ouais. Avec Adrien. Et donc, on a testé, il me semble, 5 UGC. Et ça a vite pris aussi. Donc là, on continue avec les UGC. On a vu avec Stéphane aussi, il a commencé à collaborer avec des créateurs. Donc là, c'est plus le côté organique. Mais il y a certaines vidéos qu'on a repris aussi sur le compte. Donc, il les avait en cross-post avec les créateurs sur Instagram. Donc pareil, là, on les a repris directement sur le compte publicitaire. Ça fait du whitelisting, donc le contenu qui s'affiche depuis le compte Instagram du créateur. Donc en fait, il y a pas mal de variétés qui arrivaient très vite et qui a aussi permis, en plus de plein d'autres choses, mais qui a aussi permis de pousser la marque au chiffre d'affaires qu'elle a atteint aujourd'hui.
Exact. Et il y a des exemples de contenus qu'on peut mettre à l'écran qui ont bien marché, que vous avez en tête? On pourra mettre, bah, là, on le mettra en montage, mais il y a une image statique, c'est celle que je disais. C'est vraiment juste, on voit un plat avec la sauce et notre message gagnant. Ensuite, il y a quoi d'autre? Je les avais notés. Ah oui, on a testé aussi ce message gagnant dans les hooks des vidéos. Il y avait par exemple une vidéo qui avait bien performé, on l'avait juste raccourci pour que le début ce soit vraiment notre message gagnant. Celle-là, elle a très bien performé aussi. Et il y a et ben justement l'UGC d'Adrien, parce qu'en fait, ce que disait Stéphane, c'était justement, lui, il voulait véhiculer un peu ce côté famille, donc quand il racontait pourquoi les piments de papa. Et on s'est vite aperçu que notre cible, en analysant les commentaires, en regardant les avis clients, euh, notre cible, c'est beaucoup des parents. Et donc, on s'est dit, voilà, déjà, la cible, elle était plus dans la tranche d'âge 40 ans à peu près. Bon, je dis pour faire un exemple, mais on s'était dit, pourquoi pas faire un échange entre père et fils pour garder ce côté familial. Et ça, c'est un des best, d'une des meilleures créas dernièrement. Donc, c'était un échange avec Adrien, donc le créateur UGC, et son père. Donc, on avait les deux âges, parce que voilà, j'avais dit 40 ans, mais il y a aussi on voit que c'est aussi plus jeune. Mais on voulait jouer vraiment entre les deux tranches d'âge, et celle-là, elle a très bien performé. Donc, on avait Adrien qui a 25 ans et le père qui doit avoir 55 ans à peu près. Donc, c'était pas mal de jouer entre les deux. Ça représente la marque, le nom, les piments de papa, et ça représente la cible. Et le concept était pas mal. C'était une tendance des réseaux sociaux là dernièrement, le concept bref. Et donc ça a bien performé et ça tourne toujours actuellement. Ça, c'est c'est un bon tip justement à faire, c'est que sur le Business Manager directement, vous pouvez vous rendre sur le rapport publicitaire. Vous pouvez mettre justement une fenêtre de temps au maximum et vous pouvez aller voir les montants dépensés par âge, par genre, etc. Et ça vous permet justement d'avoir une idée sur quoi Meta dépense et en gros ce qui représente votre macro persona principal. Et donc ça vous permet de pouvoir élaborer des créas beaucoup plus performantes, comme l'a dit Elisabetta. Ça nous a permis justement d'affiner notre persona, d'affiner nos messages, puisque ça fait aussi partie des désirs de la cible pour le macro persona, c'est justement de pouvoir avoir entre guillemets une bonne image, le fait de pouvoir choisir des bonnes sauces, des modes sauces qui se terminent, etc. Ça fait partie de ça, et c'est pour ça, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle ça fonctionne. Yes. Moi, je trouve qu'il y avait plein de motifs dans ce que vous avez raconté. Le premier, c'est quand tu as identifié ton persona et que tu vas produire un contenu, bah, évidemment, tu penses ce contenu pour que ce persona, en fait, s'y retrouve. Là, vous parlez de famille, puisque ce persona-là, une de ses valeurs, c'est probablement la famille. Et autre truc que vous avez dit, c'est que quand tu as un message gagnant, il ne faut pas hésiter à le réutiliser dans le hook de tes vidéos, même des vidéos que tu as tournées il y a quelques mois. Et le dernier que j'avais en tête, c'était une fois que tu as tout ça, faire un concept qui est à la mode en ce moment, le concept bref dont tu as parlé Ouais, en non, UGC. Donc voilà, je ne sais pas si j'allais Stéphane, vas-y. ouais, j'allais juste ajouter un truc pour le message gagnant. Ce qui est bien vraiment de le mettre vraiment partout, même sur le site internet, c'est quelque chose qu'on a fait. Oui, Donc, je l'ai déjà fait pour une autre, ouais. internet, Instagram, vraiment de partout, quoi. Ça, c'est important aussi. Tu as raison, ouais, on avait déjà parlé. Et toi, Stéphane, tu vas rajouter quelque chose sur ces créas ou tu as d'autres exemples qui te viennent en tête? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'au niveau des créas, en fait, quand on a commencé à bosser ensemble, on s'est vite, aperçu, en fait, que le message gagnant, c'était, du piquant avec du goût. Même si au tout début, en fait, on a essayé pas mal de choses et finalement, c'est vraiment ce slogan qui est resté et maintenant, en fait, à chaque fois que je fais tourner des nouvelles photos, comme disait Elisabetta, parce que je bosse avec une photographe, parce que l'intérêt, en fait, enfin, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que, alors, il peut avoir certaines exceptions, mais ce qui fonctionne le plus, pour moi en tout cas, c'est de faire des mises en situation de la sauce sur des moments gourmands, c'est-à-dire sur des repas qui donnent faim. Et c'est vrai que là, de suite, une photo quali avec un repas, la sauce à Regarde, ouais. côté, bien gourmande avec le slogan, ça, franchement, ça casse la baraque, quoi. Je suis d'accord, ouais, une fois que tu as le bon slogan et que tu connais l'usage principal de la sauce, c'est un peu pour se faire plaisir. Là, tu as quelque chose, tu tiens quelque chose et je sais que je vois déjà laquelle tu parles de crème, il faudra la mettre à l'écran parce elle est super belle et super bien faite. Donc, ta photographe fait un bon boulot, ouais, ça m'a donné envie en tout cas. Moi, je vais peut-être revenir sur les axes, puisque vous avez dit que vous avez testé beaucoup d'axes. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il y en a vraiment un qui s'est démarqué. Mais est-ce qu'il y a des axes que vous avez testés que vous pensez bons, justement, mais qui au final n'ont pas fonctionné?
Pourquoi je pose la question? Parce qu'en tant que marketeur, des fois, on a son intuition et on se dit, en fait, ça va marcher. Et on va miser du temps dessus et de l'énergie alors qu'au final, ça marche pas. Yes, alors on en a testé beaucoup et on a surtout ce qui revient, en tout cas ce qu'on pensait qui allait bien fonctionner et au final non, c'était surtout tout ce qui allait toucher à la liste des ingrédients, tous les ingrédients un peu chimiques qu'on peut trouver justement dans les sauces classiques, les sauces industrielles. Ça effectivement, ça n'a pas réellement fonctionné. Pourtant c'est quelque chose qui touche de manière assez fort la cible. Alors évidemment, il y a aussi le volume sur lequel on a produit. C'est peut-être pas effectivement le même volume sur lequel on a produit sur quelque chose qui fonctionne. Donc c'est plus compliqué de pouvoir trouver des résultats au même niveau de dépense. Donc c'est quelque chose sur lequel on va plus se pencher dans les moments à venir. Mais voilà, c'est le principal axe qu'on pensait qu'il allait fonctionner et qui s'est avéré pas forcément intéressant en termes de résultats. Ok, c'est clair pour moi. Et maintenant qu'on a parlé de tout ça, donc là, les perfs, elles se sont développées avec les mois. On a augmenté les budgets. On a parfois vu des mois où on avait des meilleurs perfs que d'autres aussi parce qu'il y avait des offres promotionnelles. Comment vous avez fait évoluer la stratégie créative avec l'évolution des performances? Yes. Du coup, ça s'est passé. En fait, ça se passe un peu en plusieurs étapes. Comme il a dit Quentin tout à l'heure, donc nous, dès le début, on a lancé la campagne de test créa. À côté de ça, on a aussi lancé une campagne de test d'audience. Donc très rapidement, on a trouvé 2-3 audiences gagnantes. La plus performante, on la garde pour nos tests créa. Donc nous, c'était du broad. Donc notre campagne test créa, on faisait vraiment du broad, donc du ciblage très large. Et dans cette campagne test créa, donc comme il a dit, on fait un concept par ad set. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que, imaginons, je dis n'importe quoi, imaginons notre CPA cible, il est de 30 euros. Ok, on attend de dépenser 2 fois le CPA cible. Donc, mon ad set, il doit dépenser au moins 60 euros pour avant de l'activer ou le couper. Et s'il dépense 60 euros sans avoir d'achat, je coupe. Si par exemple, là, il a commencé, je sais pas, à dépenser 50 euros, il a déjà fait 2 achats, là, à ce moment-là, ça rentre dans nos cibles, eh bien, on continue à pousser les budgets. Nous, ce qu'on fait, c'est à peu près 20% tous les 2-3 jours, on pousse. Donc, imaginons, jour 1, je lance la créa. Jour 2, j'ai mon CPA cible qui est atteint, je continue à pousser les budgets. Après 2-3 jours, je continue encore à pousser, tant que ça s'essouffle pas. Et donc ça, c'est pour la test créa, donc la campagne test créa. Si ma créa, elle atteint les 10 achats au CPA cible dans ma test créa, je l'ajoute dans l'Advantage Plus. Donc, on a une Advantage Plus en fil rouge où on met que les meilleurs créas. Donc, dans cette campagne-là, on a à peu près une dizaine de créas actives, un peu moins, mais c'est que les meilleurs. Et ça a un plus gros budget que la campagne de test. Et globalement, on a fonctionné de cette façon-là. Après, pour tout ce qui est dernier test, je sais pas si tu veux le présenter, Quentin, mais il avait fait un test intéressant, je trouve, à partager. Justement, le concept, bref, qui avait très très bien performé. Il a isolé dans une campagne à part, avec un plus gros budget, et on a mis un cost cap, donc on va dire un CPA cible. On peut l'ajouter sur Meta. Donc, il a mis notre CPA cible avec un plus grand budget et ça a bien performé là pendant un mois. Là, ça s'est soufflé un peu là sur les derniers jours. Mais c'était quand même un test qui a ramené pas mal d'achats sur la période de... Donc, en gros, c'est une fois que tu as un truc qui marche vraiment bien, évidemment, tu le mets dans ton Advantage Plus, tu augmentes le budget de ta test créa et tu te dis, tu sais quoi, je vais même en faire une autre campagne séparée, je vais pas avoir peur. Sauf que là, je vais mettre un cost cap pour pas non plus que ça explose mes résultats sur cette campagne-là. Parce que ça peut ne pas marcher et ça dépensera pas d'argent. Mais ça, il faut le faire avec un gros budget, parce que si tu mets un petit budget, ça sert à rien. Ce que je conseille aux gens, c'est justement, alors ça, c'est vraiment la campagne qu'on va utiliser quand on a vraiment une créa de top performance, c'est-à-dire une créa qui a dépensé énormément, pas juste 100 ou 200 euros et qui est dans le CPA cible et qui a un bon volume de conversion, vraiment une créa qui a vraiment dépensé. Et donc, on va aller l'isoler en mettant, comme l'a dit Elisabetta, en ASC+, avec un cost cap. L'idée, c'est justement de mettre un cost cap qui va être supérieur de 20% au CPA cible. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on va dépenser sur cette créa-là, plus forcément le scale va affecter les KPI de cette créa.
Donc le but c'est pas de mettre un cost cap qui va être au même niveau que le CPA cible parce que forcément les dépenses vont être bridées et il est fort probable que en fait ça dépense pas le budget qu'on lui donne. Donc on va vraiment vouloir fixer un CPA un peu au-dessus, donc comme je disais 20% au-dessus du CPA cible du compte. Et juste, je reviens juste sur ce que disait Stéphane, ce que tu disais tout à l'heure Stéphane, quand tu disais que quand on mettait en avant sur les créas un moment où justement on voyait des bons produits sur la table, des bons aliments, de la nourriture qui donnait envie, on avait de meilleurs résultats. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important et que je vois aussi que beaucoup d'e-commerçants se trompent et ne font pas forcément bien, et c'est ce qui ternit un peu les résultats de leur créa et de leur stratégie au général. C'est qu'en fait, les gens, 99% des gens qui achètent n'achètent pas pour le produit, mais achètent pour les choses que permet le produit. En fait, les gens s'en foutent d'un produit d'une marque. Franchement, ils s'en foutent. Ce qu'ils achètent, c'est ce que, en gros, le produit règle comme problème, ce que le produit satisfait comme désir, et les émotions et tout ce qui va être comme valeur perçue, ce genre de choses. C'est ça que les gens achètent. Et en fait, si vous passez juste le message comme quoi, en fait, votre produit, il est fait avec ça, en gros, juste les caractéristiques de votre produit sans mettre ce qu'il permet derrière et ce qui va permettre aux gens, vous n'aurez aucun résultat. Et c'est le plus gros problème que je vois sur beaucoup de comptes. Copywriting fondamentaux, hein. On les oublie avec ChatGPT qui fait toi notre place, mais c'est l'un des fondamentaux du copywriting, c'est de savoir qu'en fait les gens en effet ils achètent des produits pour résoudre des problèmes et pour vivre une transformation, et du coup les émotions qui en découlent. Donc très bien résumé, merci beaucoup pour ça. Et moi je voulais terminer peut-être sur la partie créa, sur la partie offre commerciale. Parce que c'est vrai que depuis qu'on travaille ensemble, il y a eu 2-3 temps forts. Évidemment, Black Friday, Noël, c'est des classiques. Et on a eu un récemment, Fête des Pères, qui n'est pas forcément le temps fort qu'on fait le plus, en toute honnêteté, sur les comptes qu'on gère. Et là, celui-là, il a très bien marché, et les deux autres aussi. Comment vous avez adapté justement votre strat créa, vos créas, à ces temps forts? Et est-ce qu'il y a eu des distinctions d'un temps fort à l'autre? Ouais, alors donc je vais peut-être laisser parler Stéphane sur ce point-là. Est-ce que toi, tu avais envisagé, parce que forcément la fête des pères, c'était pas, on s'attendait pas à avoir de si gros résultats, pour être très honnête. Ça a très très bien fonctionné, et je voulais voir avec toi Stéphane ce que tu en pensais. Comment tu as vu la chose avant d'aborder la fête des pères? Est-ce que tu voyais quelque chose en particulier ou genre de choses que tu voulais peut-être tester ou... Bah écoute, c'est vrai que moi, j'étais parti sur la fête des pères à la base comme une offre pas lambda, mais je veux dire comme on était parti sur les autres promotions, les offres qu'on avait fait, donc on avait une stratégie qui était simple, c'est-à-dire c'est prendre les top performers, mettre en avant du coup les promotions dessus, et justement c'est ce qu'on faisait en fait depuis le début à ce niveau-là, et justement, on n'avait pas forcément, je crois qu'on n'avait pas forcément sorti de vidéo. Ah si, pardon, je dis des bêtises, on avait sorti des vidéos exprès pour la fête des pères. Et c'est vrai qu'on avait fait un combo du coup top performer avec un badge, avec des badges mis en avant de la promotion, plus du coup les vidéos dédiées à la fête des pères. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'était dit, bah tant qu'à faire, on va bien pousser les budgets pour essayer. Parce que c'était notre première fête des pères, c'est-à-dire que voilà, la marque elle est jeune, donc en fait on n'a pas vraiment de feedback, de choses sur quoi on peut voir sur l'année précédente. Donc on découvre en fait mois en mois en fait les temps forts de la marque. Et justement là on a bien augmenté les budgets, on a mis ce qu'il fallait du coup au niveau des créas. Et franchement les résultats ils étaient au rendez-vous, ouais, donc c'était top. C'est ça. Et toi, de ton côté, Quentin, niveau créa, qu'est-ce que vous avez fait? Je présume qu'il y avait la campagne dédiée pour C'est l'offre, c'est ça. un classique. Mais voilà, niveau créa, ça m'intéresse de savoir à quoi ça ressemblait et est-ce que vous avez repris des... Niveau structuration, le but c'est justement de pouvoir isoler les créas promo pour être sûr qu'elles puissent dépenser. Donc forcément, on va les isoler dans une campagne à part. Moi, ce que je préconise, c'est de mettre en ASC+, surtout quand on a beaucoup de data sur le compte. Ça peut être intéressant de mettre une ASC+, pour regrouper ces créas-là. Au fil du temps, quand on voit que ça tourne, parce qu'évidemment, il faut lancer ces créas en amont de la promo, sinon ça n'a pas forcément trop d'utilité. Et au fur et à mesure de quand ça tourne et qu'on voit qu'il y a justement des top performers qui sortent sur ces créas promo, on va pouvoir justement les implémenter dans les campagnes fil rouge. Ça fonctionne très bien, et c'est comme ça que je vois les choses. Et en termes de visuel, ce qui est hyper intéressant, c'est que bon, on avait du coup, on a repris les créas top performers qui fonctionnaient depuis déjà plusieurs mois, et on les a réadaptés justement pour la promo. Donc ça, c'est encore quelque chose qui fonctionne très bien et que je vous invite à faire. Et en termes de vidéo, ce qui est hyper intéressant, et ça fait maintenant plusieurs fois qu'on le dit depuis le début, mais c'est que on a de la chance d'avoir justement un fondateur
qui passe bien à la caméra, c'est hyper agréable parce que de rien, parce que justement ça rajoute toujours un côté authentique, preuve sociale pour les gens qui regardent. Il y a toujours ce côté proche, et ça fonctionne énormément, et on a eu la chance justement de pouvoir avoir des vidéos de très bonne qualité pour cette fête des pères. Et en plus on a la chance justement d'avoir, peut-être qu'on en reparlera après, mais le produit phare, en tout cas le best-seller des piments de papa, c'est un bundle qu'on a constitué, qui nous a permis justement d'augmenter le panier moyen et même le taux de conversion. Et donc en fait, ça, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est très propice pour les cadeaux, que ce soit en evergreen, donc toute l'année, ou même pour justement des périodes comme celle-ci. Et les créas jouent énormément sur ça, sur le fait que justement, bah voilà, chaque année on offre le même cadeau à son père, etc. Ça revient un peu redondant. Et ici, c'était vraiment le produit parfait pour ça. Et pour preuve, en 7 jours, on a fait un chiffre d'affaires énorme, quasi ce qu'on fait en un mois. Donc c'était vraiment fou. Et par rapport au bundle, moi justement, je veux bien que tu me rafraîchisses ta mémoire là-dessus, parce que je sais qu'il y avait déjà le bundle quand on avait bossé ensemble, mais je pense qu'il a été retravaillé. Est-ce que vous pouvez expliquer ça rapidement, parce qu'on sait qu'il y avait un enjeu sur le panier moyen au début de la collab. Mais c'est vrai qu'au niveau du coup du bundle, en fait, bah, forcément c'était lié, c'est-à-dire qu'au tout début, on était sur WordPress, les pages produits, elles étaient pas super étoffées non plus. La mise en avant, elle était pas non plus très précise, c'est-à-dire qu'au lieu de le mettre en avant comme un pack découverte de sauce piquante, je l'avais mis en avant comme un lot de sauce piquante. Et mine de rien, je trouve que ça a fait aussi la différence, c'est-à-dire que d'initier le produit comme vraiment un pack découverte pour pouvoir initier ton palais et découvrir en fait les sauces piquantes qu'on fait. Vraiment le côté découverte, mise en avant de ce côté-là, ça a aidé les gens à passer le pas. Et vraiment depuis qu'on a fait ça, on est passé à un panier moyen qui était beaucoup plus élevé et les achats ils ont suivi aussi derrière quoi. Maintenant, je me rappelle, parce que je pense qu'on avait une discussion, je t'avais dit, tiens, enfin, là, on ne le travaille plus avec, mais on avait un client qui avait une sorte d'offre découverte où tu avais les différents goûts pour une boisson énergisante. Je suis sûr de t'avoir donné l'exemple à l'époque. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Stéphane, ou pas. Si, je m'en rappelle maintenant. Et c'est vrai que ce qui est intéressant au niveau du fil conducteur, c'est-à-dire que au niveau acquisition, les trois quarts en fait de nos clients, c'est rare qu'ils vont prendre les sauces à l'unité. Ils vont commencer en fait avec le pack découverte du coup, qui a augmenté notre panier moyen. Et derrière, après, au niveau de la rétention, bah, ils prennent les sauces qu'ils ont préférées, ou s'ils ont préféré enfin s'ils ont aimé toutes les sauces en fait, ils repartent sur un pack découverte, même voire plusieurs pour en avoir un petit peu plus à la maison. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment important, je pense, de bien le nommer. Enfin, après, tu peux dire bêtement offre découverte, mais il y a toujours moyen de le dire un peu différemment. Bien sûr. Avoir le petit pourcentage derrière qui fait plaisir de moins 10% quand tu prends le bundle. Et en effet, la rétention se fait naturellement avec les meilleurs produits. Tiens, peut-être rapidement, je ne sais pas si c'est une donnée que tu peux partager, et si tu peux pas, c'est pas grave, mais quel est le pourcentage de rétention actuel que tu as estimatif actuellement sur le site? Alors c'est vrai que du coup avec le passage en fait entre WordPress et Shopify, on a eu une petite galère dessus parce que bon, c'était un peu compliqué, c'est un problème qu'on a résolu, que très récemment, donc on n'a pas énormément de data dessus. Mais voilà, c'est vrai qu'avant le passage sur Shopify et quand on avait toutes les données du moins qui étaient potentiellement fiables, on était presque à 50-50, sur la fin d'année, dernière quoi. Ouais, Donc c'est c'est pas plutôt pas rien, quoi. mal quoi. C'est pas rien. Donc, à voir comment c'est cette année, mais je te dis, le business que tu as actuellement, il est top parce que plus tu as de rétention, mieux c'est, malgré ce qu'on dit, parce qu'au final, acquérir un client, ça coûte cher. Voilà, sur ce, je vais passer à la suite parce que je vois qu'on enchaîne et le temps presse, on va dire, bah, même si moi, je m'amuse bien. J'ai rien passé au media buying et pilotage financier. Et en fait, j'ai une question et j'ai envie peut-être de la poser à Stéphane en premier. Pas une question de piège, mais au départ, Stéphane, quand tu as commencé à faire de la pub méta et quand tu t'es professionnalisé, comment tu as défini tes KPI cibles? Donc, quand je dis KPI cible, ça peut être plein de choses. Ça peut être ton ROI cible, ça peut être ton CPA cible, ou même un coût d'acquisition. Comment tu as défini ça? Et surtout, tu l'as peut-être pas défini, tu as juste nommé un coût au maximum qui était cohérent pour toi et après, tu as travaillé avec ça. En fait, le calcul il a été simple en fait, c'est-à-dire que moi je suis à l'euro près entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un produit où je vais avoir un panier à panier moyen à 100 € ou à 70 €. Donc c'est vrai qu'on a une marge de manœuvre qui est assez réduite à ce niveau-là. Et tout simplement en fait, je pilotais mes campagnes au début avec le CPA.
Alors, je sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est vrai que je regardais à ce niveau-là, c'est-à-dire que je regardais combien coûtaient mes produits au niveau de la production, mes dépenses fixes, etc. Et puis, voilà, j'essayais de voir en fonction si, à chaque fois qu'un client achetait, par exemple, j'essayais de voir si j'étais rentable. Voilà, si je commençais à voir que le CPA était trop haut, par exemple, eh ben voilà, c'est soit je coupais la publicité, etc., quoi. Donc, voilà, je Non, mais pilotais surtout au CPA, quoi. t'as super bien fait ça parce qu'en fait, pour calculer un CPA, enfin, moi, je trouve que c'est la bonne méthode. Perso, c'est de regarder au niveau CPA. Après, c'est bien de regarder le ROS parce que ça peut être boosté avec des grosses commandes, mais au final, on veut payer le moins cher la commande. Donc, autant se fixer un CPA qui est cohérent par rapport au panier moyen. Et derrière, en effet, tu vas soustraire les coûts produits, les coûts d'envoi et les coûts fixes à la fin et voir entre les deux qu'est-ce que tu peux mettre. Euh, à votre tour, peut-être, Elisabetta et Quentin, est-ce que vous avez appliqué une autre méthode ou fondamentalement, c'était la même, mais avec peut-être plus de granularité? Ouais, je pense le plus intéressant, c'est de voir ce qu'on avait fait vraiment au global. Bon, en fait, la première chose, je l'ai sous les yeux, là, c'est pour ça que je regarde l'écran, mais on va le mettre à l'écran. C'était vraiment de calculer ensemble quel était son CPA cible, mais vraiment précis, et quel est son ROS cible. Nous, on a un calculateur. Donc, en fait, on se base sur le panier moyen. Donc là, t'inquiète pas, Stéphane, j'ai tout changé au niveau des chiffres. C'est pas les vrais chiffres, mais comme ça, je montrerai un peu le fonctionnement du calculateur. Mais on se base, on part du panier moyen qu'on a réussi justement, qu'on disait qu'on a réussi à augmenter grâce au pack. On enlève tous les frais de production, donc tous les COGS, et on enlève les frais de livraison et les frais de transaction, donc tout ce qui est PayPal, Stripe, etc. Donc, si on enlève tout ça, ça nous reste, il nous reste une marge brute. À cette marge brute, on enlève tous les coûts fixes. On garde notre bénéfice souhaité en fonction de l'objectif de chiffre d'affaires. Et derrière le calculateur, ça permet de calculer notre CPA cible, mais aussi notre CPA critique. Donc, par exemple, là, dans l'exemple que je donnerai, si le CPA cible il est de 9,90 et le CPA critique de 18,90, ça veut dire qu'entre 9,90 et 18,90, on est rentable. Mais plus on se rapproche de 18,90, plus on est à la limite. Et donc, on prévoit de couper la publicité. Et derrière, on a aussi les ROS cible et les ROS critiques, même logique. Mais en fait, ces deux indicateurs-là, ils nous permettent de piloter les campagnes vraiment de façon précise. Donc, comme je disais, si imaginons mon CPA cible, il est de 10 euros. Ok, si je commence à dépenser, et le critique, par exemple, autour des 20 euros, si je dépense, je sais pas, 40 euros, donc ça veut dire je suis loin de mes cibles, et ben donc là, on coupe même avant la publicité, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est toujours un arbitrage complexe parce que finalement, tu as ta cible et tu as le break-even, donc le CPA critique. Et certains, oui, ils se disent, oui, je vais aller jusqu'au CPA critique ou je vais dépenser jusqu'à ce que j'arrive au-dessus de mon CPA critique et puis après, je la coupe. D'autres vont se dire, ben, je reste au CPA cible et si c'est au-dessus de mon CPA cible, ça me fait tellement chier que je la coupe. Donc, ça dépend de chaque annonceur, mais c'est bien d'avoir déjà ces petits calculs. Ouais, vas-y. Et ça dépend aussi effectivement du business model de l'entreprise, puisque ici, Stéphane, toi, tu as de la chance t'as de la chance. Tu as un business de recurring, c'est-à-dire que les gens peuvent racheter. Donc, ce qui signifie que même si tu n'es pas forcément rentable sur ta première vente, derrière, avec la LTV client, ça va pouvoir être intéressant sur 2, 3 achats de pouvoir être rentable. Donc, ça nous permet aussi justement c'est pour ça que tu disais c'est la bonne chose à faire de piloter au CPA, au CAC et pas forcément au ROAS directement, puisque même si t'es pas rentable sur la première commande, tu peux l'être sur ta deuxième, troisième. Et donc là, c'est plus intéressant qu'un business qui est en one shot et qui nécessite de la rentabilité dès la première vente. C'est ça. Chacun sa stratégie. Donc voilà, je pense pas qu'on va partager en détail celle de Stéphane, mais Bien sûr. effectivement, il y en a qui se disent la première commande, je vais être absolument rentable. L'autre qui vont se dire pas forcément. Je peux me permettre de pas être rentable ou être à l'équilibre uniquement. Ouais, je trouve que ça fait bien la transition sur le deuxième document qu'on avait préparé ensemble Ouais, et vas-y. qui regroupe, mais vraiment au global. Et je pense que ça, c'est important. Et pas que Meta ou pas que Google en fonction des comptes, mais de suivre au global. Et si tu veux, Quentin, peut-être le présenter. Yes, mais je vais te présenter tout ça. Alors en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, forcément il faut se baser sur votre panier moyen. Donc plus votre panier moyen va être élevé, plus vous allez avoir justement de la marge de dépenses en acquisition. Donc on part du panier moyen, on calcule justement notre marge brute. En moyenne, normalement, les benchmarks, on est sur 70% de marge brute sur le panier moyen. Si vous êtes en dessous, ça va être compliqué justement d'avoir assez d'espace pour pouvoir avoir un coût d'acquisition qui va être compétitif et intéressant pour de la publicité. Donc on part sur 70%. Une fois qu'on a justement cette marge brute, on a calculé la marge nette avant coût fixe.
ce qu'on appelle le MC2. Ici, pareil, au niveau des benchmarks, on est entre 25 à 35% de marge nette avant coût fixe. Donc en gros, ce MC2-là, c'est la marge qu'on a après les dépenses qu'on a faites sur Meta. Donc on est entre 25 et 35% au minimum pour avoir justement une marge qui va être intéressante. Et ensuite, on a nos MC3. Alors nos MC3, c'est ce qui est malheureusement pas calculé par un très gros nombre d'e-commerce, et c'est pour ça justement que beaucoup perdent de l'argent tous les jours sans forcément le savoir. En fait, c'est tout ce qu'on va appeler OPEX, donc coût fixe, et donc c'est ce que disait Elisabetta, c'est tout ce qui va être les frais qu'une entreprise a tous les mois. Et donc en fait, ça, on vient justement le soustraire au MC2 pour avoir les bénéfices à la fin. Et c'est avec tous ces calculs-là qu'on se rend compte si oui ou non une entreprise gagne de l'argent tous les jours ou perd de l'argent tous les jours. Il y a une seule petite chose qui est un peu complexe, c'est quand l'entreprise fait du physique et fait de la vente en physique et fait de la vente en e-commerce, de savoir justement le pourcentage d'OPEX qui va en e-commerce et le pourcentage d'OPEX qui va justement en physique. Et c'est un peu la problématique qu'on a eue, je pense que Danilo, tu vas en parler, avec Stéphane. Ouais, non, c'est complexe, hein. On en a parlé. Même moi, j'avais pas forcément toute la réponse. Je me dis, moi, ce qui me semble logique, c'est de prendre les OPEX et de dire, OK, si vous faites s'il fait 50% en e-commerce, on met 50% des OPEX en e-commerce et 50% en retail. Moi, c'est ce que j'aurais fait pour mon business à moi. Mais c'est vrai que c'est une problématique complexe, parce que comme tu le dis, en fait, si tu as des coûts fixes très élevés, tu démarres ton mois, je dis bêtise, tes coûts fixes sont à 20 000, tu démarres à moins 20 000. Donc, dès le départ, tu dois faire au moins 20 000 euros pour rembourser tes coûts fixes. Et c'est ça qui est problématique pour beaucoup d'e-commerce, c'est qu'ils ont des coûts fixes trop élevés. Juste pour peut-être pour illustrer un peu ce qu'on est en train de dire, par exemple, imaginons les salaires, ça fait partie des coûts fixes. Imaginons demain Stéphane il coupait les ads, donc il coupait l'e-commerce. Il avait quand même la masse salariale pour le B2B, et donc c'était pour ça que ça peut être problématique dans les calculs. Effectivement, parce qu'il y a des coûts fixes qui sont aussi bien pour le B2C que pour le B2B. Mais oui, c'est ça. Donc il faut jouer avec des pourcentages, et pour l'instant c'est comme ça qu'on a fait. Exact. Non, mais c'est clair pour moi. De toute façon, on va pas non plus se perdre trop dans les chiffres et ça devient technique. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est niveau media buying, c'est à quel moment vous avez décidé de vraiment scaler le compte et comment vous l'avez fait. Et c'est à quelle période aussi, c'est peut-être intéressant de revenir dessus. Forcément, on va commencer à scaler un compte quand on a justement des coûts d'acquisition qui vont être intéressants. Et pour avoir des coûts d'acquisition qui sont intéressants, il faut justement trouver des créas qui sont intéressantes. Donc en fait, tout ce test qu'on a fait au préalable nous a permis de tomber sur des créas qui étaient gagnantes, et ça nous a permis justement, avec une structure un peu particulière dont on a parlé juste avant, de pouvoir faire ne serait-ce du scaling vertical mais aussi horizontal, ce qui nous a permis justement d'augmenter les budgets de plus en plus haut et rapidement, comme on l'a expliqué. Donc c'est vraiment la manière dont on l'a fait. C'est vraiment tester, trouver ce qui fonctionne et pouvoir ensuite scaler ce qui fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple. Tout le principe part de la stratégie créative. Yes, très clair pour moi. Est-ce que au niveau du scaling, il y a eu un moment difficile ou des moments de doute où vous vous êtes dit, OK, là, on peut pas aller plus loin, ou on est bloqué? En fait, la problématique que j'ai eue, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit au début, moi, j'avais un business qui était très orienté B2B. Donc, avant de commencer vraiment le B2C, en fait, j'étais parti j'avais une centaine de points de vente un peu partout en France. Et c'est vrai que avec l'essor du e-commerce, c'était très compliqué en fait vers la fin de pouvoir suivre en fait le côté B2B. Et en fait, je m'étais retrouvé à une période charnière là récemment où je me suis dit bon, le B2C c'est très bien, c'est génial, on s'éclate dedans, mais c'était compliqué en fait de pouvoir suivre au niveau de la production. Moi, c'était ma grosse problématique au niveau de la production, et je me demandais comment est-ce que j'allais faire du coup pour pouvoir parce qu'en fait, plus on augmentait les budgets sur Meta, plus il fallait mettre de créa, et du coup, qui dit plus de créa dit donner augmenter mes dépenses au niveau du vidéaste, augmenter mes dépenses au niveau du photographe, et derrière, du coup, pour pouvoir fournir en fait les clients au niveau du B2C. Au niveau des salariés, ça commençait à être compliqué, donc il fallait que j'embauche encore des gens. Et c'est vrai que tout ça, ça m'a fait, à un moment donné, ça me faisait peur en fait. Et je me suis dit bon, là, depuis début janvier, on fait le chiffre d'affaires il augmente, mais je pense qu'il faut que je me pose et que je réfléchisse, pas juste au niveau chiffre d'affaires, je veux faire plus. Il faut que je trouve mon équilibre pour justement pouvoir repartir de plus belle derrière, quoi. Et finalement, la session fête des pères, elle est bien tombée parce que
au moment où on était à une période charnière où on allait baisser notre budget, en fait, pour pouvoir retrouver cet équilibre-là, en fait, on a balancé la fête des pères et là, ça a été un truc de Ouais, fou. C'est-à-dire que jour après jour, on a eu des stats qui étaient juste folles, quoi, avec une rentabilité qui a explosé. Enfin, pour rebondir sur ce que disait Quentin, c'est vrai que c'est aussi simple que ça. Quand quelque chose marche, on le pousse. Donc, c'est vrai que au moment, en fait, où on pensait qu'on allait baisser nos budgets pour que moi, je puisse revenir à l'équilibre, reprendre en main, entre guillemets, ma boîte et puis poser un petit peu le truc, eh bien, on a vu qu'on a eu des stats de fou de folie, quoi. Et puis finalement, bah, on a vu que ça marchait tellement qu'au lieu de baisser les budgets, voilà, On on a les a envoyé du augmentés. lourd et ouais, on les a augmentés. Et puis là, comme disait Quentin au tout début du podcast, on a fait en fait en une semaine plus que ce qu'on faisait en un mois. Donc là, bah, on a tenu la cadence entre guillemets, quoi, par la Ouais, en suite. fait, ce qui est impressionnant dans l'histoire, c'est que bon, voilà, sur le coup, tu avais ce problème dont tu parlais d'effectif, on va dire, pour continuer à scale et à réussir à produire. Parce que comme tu l'as dit, bah, tu as des coûts fixes. Plus tu scales, tu dois avoir des gens qui t'aident et avoir aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, des créas. Donc, ça, c'est des coûts en plus. Donc, tu as toujours un risque pour toi, c'est de trop augmenter les coûts. Et si un jour le CA il descend et qu'il remonte plus, bah, c'est la merde. Donc, tu voulais être prudent par rapport à ça. Et dans le même temps, ben, tu lances une offre et ça performe super bien. Ce qui fait que le CA, comme tu l'as dit, en une semaine, il a jamais, enfin, il a fait ce que tu fais en un mois normalement. Et c'est vrai que pour nous, c'est vrai que c'était un peu les montagnes russes. Dans un moment, on se dit, bah, on va vraiment devoir baisser les budgets et c'est comme ça. On doit l'accepter. Et puis après, d'un coup, finalement, ça remonte. Et enfin, moi, je suis content pour toi et je suis aussi content pour nous parce que derrière, ben, tout le monde est content et on s'est bien amusé par rapport au scale. Non, mais c'est vrai que tu parlais de structuration. En fait, c'est exactement ça. C'est que on pense seulement que quand voilà, on veut juste faire du chiffre d'affaires et puis, mais sauf qu'il y a tout un écosystème autour, surtout sur le e-commerce. En fait, c'est-à-dire que moi, en plus, la difficulté que j'ai, c'est-à-dire que je gère tout de A à Z. C'est-à-dire que voilà, je produis et je vends derrière sur deux canaux différents, que ce soit le B2C et le B2B. Et c'est vrai que comme je disais au début, le B2B, c'est plus simple, entre guillemets, où on a juste à appeler, faire forcer un petit peu et au bout d'un moment on arrive à signer les clients, mais le B2C il y a un réel écosystème en fait à avoir tout autour. Et c'est vrai que là où j'ai pu souffler, c'est en externalisant certaines choses, c'est-à-dire que sur les périodes de pic j'ai compris que voilà, je pouvais bosser avec des intérimaires, ce qui pouvait me donner une flexibilité. Ensuite sur le côté B2B, je suis en train d'externaliser du coup les expéditions et du coup j'ai dû recruter une personne en plus, mais finalement ça allait parce que du coup j'ai pu déléguer en fait pas mal de choses. Donc voilà, que ce soit l'expé et aussi le côté SAV qui est très important parce que mine de rien au début j'étais tout seul pour répondre au SAV et quand on a un gros pic de commandes, quand on fait voilà en 7 jours ce qu'on fait en un mois généralement et que derrière tu te reçois la tonne de messages tout seul, ça devient très compliqué. Et j'ai externalisé le SAV à ce niveau-là et ils font du très bon boulot, donc je suis très content. Mais ça a été c'était pas de tout repos entre guillemets parce que le scale ça demande aussi beaucoup de ressources. Il faut avoir les reins solides derrière, quoi. Tu parles de SAV parce que j'avais posé la même question à Julien Janet de Maju. Il m'avait dit la même chose, qu'il avait eu ces gros problèmes de SAV après Kevin Mon associé. Et derrière, en fait, les gens, bah, ils se sont plaints sur Trustpilot. Bah, évidemment, c'était dur pour eux parce qu'ils ont un bon produit et ça a été dur. Et je sais que toi aussi, tu avais eu quelques petites plaintes par rapport à ça, donc il ne faut pas le négliger. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait d'avoir renforcé un peu l'équipe avec des personnes qui travaillent temporairement, je pense que, enfin, moi, si c'était mon entreprise, je ferais la même chose parce que je ne me permettrais pas d'avoir trop de CDI ou trop de contrats fixes parce que, encore une fois, dès que l'activité baisse, c'est un problème. Et on a, je te cache pas, deux, trois clients bah, qui ne travaillent plus avec nous parce qu'ils se sont malheureusement cassés la gueule à avoir trop de frais fixes avec un scale très, très agressif, beaucoup plus agressif que le tien. Et après, dès que ça baisse, quand tu as la crise, vu que là, c'est un peu la crise, malheureusement, c'est très problématique. Ouais, surtout en première année. Je pense surtout en première année où on n'a pas de période où se baser. C'est un peu risqué voilà, de prendre, c'était un peu un focus qu'on avait eu avec Stéphane, justement, voir pour éviter d'embaucher donc des nouveaux CDI, qu'est-ce qu'il pouvait déléguer, et c'est ce qu'il vient de dire. Mais voilà, je pense que la différence aussi avec d'autres e-commerce, c'est que lui, il a la fabrication aussi de la sauce en plus. C'est une chose qu'aujourd'hui, il ne peut pas déléguer parce qu'il y a des recettes particulières, des ingrédients particuliers. Mais il y a quand même plein d'autres choses qui peuvent être déléguées. Et en fait, c'est la clé pour pouvoir scaler en fait, derrière
et donc produire plus, envoyer plus et avoir plus de commandes, quoi. Ouais, beh, c'était pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Danilo. C'est vrai que c'est terrible. En fait, on sous-estime, en fait, le côté SAV alors c'est un des points le plus importants et c'est vrai que j'ai écouté ton podcast avec, du coup, Julien de Maju et c'est vrai que finalement, je me suis retrouvé dans la même galère. C'est-à-dire que en fait, niveau SAV, c'était très compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Donc, tu sais, tu te réveilles le matin, tu as 300 mails à répondre, et bon, pas autant du coup sur Facebook et Instagram. C'était très compliqué et du coup, pour moi voilà, comme je te disais au début, je mets vraiment du cœur en fait dans tout ce que je fais. J'essaie de respecter au maximum mes clients, c'est-à-dire leur livrer des bons produits qualitatifs, etc. Et quand derrière, voilà, tu te fais défoncer sur Trustpilot parce que t'as pas répondu assez vite, c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon, après, c'est une mauvaise étape. Ouais, voilà, c'est comme ça. On apprend. Ouais, voilà, j'ai délégué le SAV maintenant, j'ai compris beaucoup de choses et puis j'espère que pour la prochaine grosse OP, ça ira bien, quoi. Ouais, moi, quand j'ai parlé avec lui, j'avais pas réalisé que c'était aussi dur, cette partie SAV, et ça fait mal pour l'entrepreneur d'avoir plein de messages, enfin plein, quelques dizaines de messages, un peu durs par rapport au service, alors que vous faites votre mieux, quoi. Et ça, c'est vrai que voilà, moi, ça m'avait touché en tout cas quand il m'avait raconté. Moi, peut-être un dernier truc que je voulais parler sur les campagnes, c'est que le sentiment que j'ai, enfin, vous l'avez aussi, c'est que finalement, le compte, on a réussi à le scaler aussi grâce au temps fort, puisque les temps forts ont permis d'aller chercher d'autres paliers de budget. Est-ce que vous pouvez confirmer ça, peut-être nous expliquer davantage comment on s'en est servi, on va dire, pour passer à l'étape supérieure? Ouais, bah, les temps forts, en fait, ça, à chaque fois, si je résume, il y a eu le Black Friday, c'était le premier temps fort. Après, il y a eu l'anniversaire de la marque et la fête des pères. J'en oublie aucun, je crois. Et en fait, à chaque fois, nous, on avait des paliers, on se fixait aussi des objectifs de CA par jour. Et en fait, on voyait à la fin de chaque promo, on dépassait notre objectif de CA par jour. Donc, il y a deux choses. Déjà, la promo, ça fait de la visibilité, on augmente les budgets et on peut le faire parce que ça performe derrière. Mais il y a aussi tout ce qui est rétention, comme on a dit. Tous les clients qu'on a acquis pendant la période de promo, on sait qu'ils vont réacheter après environ un mois et demi. Donc, ça joue dans notre croissance. Et en fait, les périodes de promo, c'est hyper bénéfique. Oui, et surtout quand tu as un business de rétention. Moi, j'ai une question, c'est que, comme vous savez, chez DHS, il y a certains clients avec qui on pilote les budgets à la journée parce que voilà, il y a des plus gros budgets. Comment vous avez travaillé avec Stéphane et les paiements de papa? Est-ce que vous avez aussi travaillé à la journée ou est-ce que c'était plutôt sur des budgets à la semaine? Quand vous avez des grosses promos où je sais que le budget il passait du simple au double. Au début, on pilotait vraiment les tout premiers mois. C'était pas du tout à la journée. Par contre, dès le troisième mois à peu près, on avait vu qu'on avait une tendance un peu comme tous les e-commerce. Début de mois, c'était très bien. Fin de mois aussi. Et milieu de mois, c'était un peu plus calme. Et du coup, c'est à ce moment-là que déjà, on poussait les budgets plus en début de mois et en fin de mois. Donc ça, c'était la première chose. Par contre, on pilote pas encore jour par jour. On regarde quand même les performances jour par jour. On a un tableau aussi qui nous résume le revenu net, vraiment donc tout le Shopify, toutes les dépenses. Et donc ça nous permet aussi de savoir si on peut augmenter ou baisser. Mais je dirais on regarde quand même pour augmenter et baisser, c'est tous les 2-3 jours. Ok, compris. Peut-être une dernière question sur cette partie un peu offre. Donc il y a les offres promo évidemment, mais il y a aussi tout ce qui est fil rouge. Donc aujourd'hui, on a vraiment notre bundle, l'offre découverte. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez testées ou vous prévoyez de tester dans le futur pour concurrencer le bundle? Yes, alors là, ce qui est intéressant, c'est que on sait que le bundle fonctionne très bien et le but, ça va être de pouvoir l'alimenter pour justement avoir un taux de conversion qui va être plus intéressant à ce niveau-là. Là, typiquement, Stéphane a prévu je pense que je peux en parler, a prévu de sortir une nouvelle sauce. Et donc, ce qu'on s'était dit, c'est que justement, au lieu de refaire une offre particulière pour les soldes ou ce genre de choses, de pouvoir créer une offre un petit peu atypique et avec ce biais cognitif sur l'urgence où justement on va pour l'achat du pack pouvoir offrir cette sauce en plus, ce qui fait justement qu'on va pouvoir profiter de cette nouveauté qui est là avec la sauce avec la nouvelle sauce, pouvoir l'ajouter au pack et pouvoir justement booster le taux de conversion sur un produit qui fonctionne déjà très bien. Donc ça, c'est des choses qui va pouvoir fonctionner et sur lesquelles on va tester par la suite. Je pense que c'est un point très important aussi, c'est de pas faire l'erreur que beaucoup d'e-commerce font, de faire trop de promos. Parce que là, par exemple, on avait fait donc Black Friday, l'anniversaire en février et du coup en juin la fête des pères. Si on refaisait encore une promo, on risque aussi de habituer l'audience à des promos et qu'elle achète que pendant des promos.
Et donc ça, il faut l'éviter. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on Pour avait moi, il pensé faut. de faire une autre promotion. Donc c'est pas un code promo ou un pourcentage, mais vraiment offrir une Mm. sauce, par exemple. C'est voilà, mettre en avant une nouveauté, mais différemment. Donc ça, je pense que Oui, c'est important. Le but, c'est vraiment d'augmenter la valeur perçue du pack par justement le fait de pouvoir offrir quelque chose gratuitement et surtout que là, on offre une ouais, nouveauté, donc c'est encore plus intéressant. totalement d'accord. Non, pour moi, les promos, il faut trouver ces moments. Il faut trouver ces moments et il y a des marques qui le font très très bien, qui arrivent toute l'année à animer le site avec divers types de promos, mais c'est pas tout le temps moins 20%. C'est pas tout le temps deux produits achetés égale un offert. Il y a de la variété et du coup, tu es obligé d'avoir des stratégies de lancement de produits, des stratégies où tu vas animer un peu plus le site avec des bundles ou évidemment, le classique, ça va être les pourcentages de promos pour l'anniversaire de la marque ou pour le Black Friday. Moi, les soldes, perso, je suis pas fan. Je trouve que les soldes, c'est plutôt pour le prêt-à-porter quand tu dois liquider du stock que tu vas plus pouvoir vendre parce que c'est plus la collection qui sera sur le site. Et après, ça peut devenir des archives. Mais hormis ça, je trouve qu'on a une strat qui est correcte. Et comme vous le dites, on est encore en train de la construire puisque l'année dernière, il n'y avait pas encore beaucoup de pubs à cette même période de l'année, quoi. Donc voilà, je sais pas si Steph, tu veux enchaîner là-dessus ou si c'est bon. Enfin, on a remarqué aussi que les gens, quand ils achètent le pack découverte, voilà, c'est notre offre phare, mais que derrière, en fait, les gens, ils en redemandent. Et ils en redemandent, c'est-à-dire, ils veulent la question qui revenait très souvent, par exemple, c'est quand est-ce que vous faites des formats plus grands? Alors ça, je pense que on a eu des centaines de messages comme ça. Et ouais, c'est ça. Et du coup, là, par exemple, aujourd'hui, on a remis en ligne, du coup, un format 1 litre pour la sauce best-seller, du coup, qui est l'andalouse. Et franchement, bon, on l'a poussé que du coup en email sur Klaviyo, mais franchement, les stats elles sont correctes, je trouve, et je pense que ça, voilà, c'est quelque chose qui va permettre aussi d'augmenter aussi le recurring derrière, quoi, parce que les gens, ils achètent le pack découverte un petit peu en initiation, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir découvrir toutes les sauces en format un petit peu plus petit, et derrière, si voilà, ils ont aimé les sauces et que ils les consomment trop vite, ils peuvent avoir un plus gros format derrière. Et je pense que c'est plus intéressant de mettre en avant un format plus grand pour le réachat derrière, plutôt que des petits formats derrière, des petits formats, quoi. Yep, 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 yep. Ok, ben tu sais ce qu'il te reste à faire du coup. Mais c'est vrai que les grands formats, c'est classique encore une fois dans le secteur, on va dire alimentaire, c'est d'augmenter la taille des formats pour augmenter les paniers, puisque tu as des gens qui sont réellement, ils en ont réellement envie, ils sont là, ils sont convaincus. Tu en as maintenant plusieurs centaines, donc d'office, tu dois les satisfaire à ce niveau, même si c'est un nouvel enjeu logistique. Vas-y. Et juste pour finir, parce que Stéphane, tu l'as abordé, le fait qu'on ait poussé justement en emailing ce nouveau produit et qu'on n'ait pas poussé en publicité, on trouvait pas forcément ça pertinent de pouvoir pousser ça en publicité parce qu'on n'était pas sûr à 100% justement des résultats du produit. Ce qui est hyper intéressant avec l'emailing, c'est que du coup, on va pouvoir faire de la rétention gratuitement. Évidemment, il y a les frais justement du logiciel qu'on utilise. Mais ici, le but, ça a été justement de créer un segment particulier avec justement toutes les personnes qui étaient engagées sur un an, donc potentiellement avec à l'intérieur les personnes qui avaient acheté. Et parce qu'on savait, Stéphane justement avait des retours comme quoi les gens qui voulaient acheter cette sauce 1 litre étaient des anciens acheteurs, en tout cas étaient des acheteurs. Et donc le but, ça a été justement de pousser cet email-là aux personnes qui avaient acheté pour justement avoir une récurrence. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit que ça fonctionne justement et on a les premiers insights qui sont plutôt très positifs. Donc si vous avez l'opportunité de pouvoir avoir un produit de cette manière-là qu'on peut justement offrir à des personnes qui ont déjà acheté, l'emailing, c'est une très bonne manière de faire pour justement avoir une rentabilité très bonne au niveau de la récurrence. C'est vrai, très très bonne strat. J'ai hâte qu'on fasse un peu plus d'emailing, je t'avoue, maintenant que tu dis ça. J'ai quand même une conversation hier avec un de vos clients avec qui on va bosser. Je lui dis, il faut vraiment qu'on fasse plus d'emailing parce on a plein de bonnes idées et parfois on peut pas toujours les appliquer, mais c'était hyper intéressant. Bon, ben voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on discute. Enfin, pour moi, c'était vraiment un super épisode. On a apporté plein de valeur et ça fait encore plus plaisir de le faire avec un client avec qui on travaille et qui a confiance en nous. Donc, merci à vous trois pour l'épisode. C'était vraiment top. Mais même si je m'amuse bien, je suis obligé de conclure cet épisode. Et pour conclure, en fait, ce que je voulais vous demander, c'est selon vous, qu'est-ce qui a fait que ça a si bien marché si on enlève le produit et les ads entre nous trois au niveau de la collaboration, donc en elle-même?
Moi, je vais commencer. En tout cas, je vais dire du côté DHS. Tu me dis, Quentin, si j'oublie des choses. Mais je pense aussi ce qui a fait que c'est une bonne collaboration, c'est que de notre côté, tous les conseils qu'on donnait à Stéphane, donc le premier, c'était sortir le nouveau produit, donc le pack, il l'a fait en quelques jours. Deuxième, c'était passer de WordPress à Shopify, il l'a fait en quelques semaines. Troisième, tous les scripts qu'on envoyait, ils étaient produits. Donc, en fait, c'est la rapidité des choses qu'on demande. Elles sont rapidement mises en place. Et c'est ça aussi qui a fait que déjà la collaboration elle se passe bien parce que les résultats étaient bons, mais derrière aussi que voilà il y avait une bonne entente, les échanges ils étaient fluides. S'il y avait un problème, on pouvait s'appeler rapidement. Enfin voilà, tout Oui. ça fait Oui. que ça s'est bien passé. En tout cas, selon moi, ça y joue quoi. Ah, il y avait la confiance et de l'agilité. Et vraiment, je dis pas ça pour dire que c'est mieux avec nous ou entre nous quatre qu'ailleurs, mais c'est vrai que parfois, quand tu donnes en tant qu'agence un conseil à un client et que finalement il n'est pas du tout appliqué ou que tu donnes un script et il n'est pas suivi, tu te dis, en fait, moi j'ai fait une partie du travail, si tu ne fais pas le tien, peut-être que ça ne peut pas marcher, peut-être que ça peut marcher, mais aussi peut-être que ça ne peut pas marcher. Alors que là, c'est vrai que si je ne dis pas de bêtises, Stéphane a refusé très peu de vos idées. Je ne dis pas encore une fois que vos idées sont les meilleures. Et ça, c'est vrai que quand tu as une collaboration avec très peu de friction et beaucoup, beaucoup d'agilité, effectivement, ça fonctionne mieux. Yes. Et puis il y a le fait qu'on est super sympa avec Quentin. Ça joue. Ouais, Je voyais, exactement. il avait oublié, il voulait ajouter cet élément-là. Et pour toi, Steph, tu as d'autres retours que tu veux faire là-dessus sur... Écoute, moi je suis totalement d'accord du coup avec ce qu'a dit Elisabetta. En fait, c'est vrai que de son côté, moi j'essaye en tout cas de livrer des choses correctes et assez rapidement. Et puis même après, de mon point de vue à moi, du côté client entre guillemets, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est qu'il y a une réactivité qui est assez sympa. C'est-à-dire que voilà, quand je pose des questions, quand il y a des difficultés sur quelque chose. Et, en fait, Elisabetta et Quentin, ils répondent assez rapidement. Et puis après, de façon plus globale chez DHS, en fait, ce qui est vraiment intéressant, et je vous l'avais déjà dit en dehors de ce podcast, c'est vraiment que j'ai l'impression que en dehors du contrat qui est signé entre nous, il y a vraiment une vraie confiance qui s'est établie et que vous êtes vraiment des partenaires avec qui je peux bosser correctement et qui évolue en fait en fonction du coup de la vie de mon entreprise quoi. C'est-à-dire que voilà, on a parlé récemment des budgets que je voulais baisser, etc. Et puis derrière, il y a beaucoup de choses qui sont enclenchées. On va pas rentrer en détail dessus, mais c'est vrai que de suite, voilà, quand je pose des questions, quand j'ai des craintes, quand j'ai des choses comme ça, voilà, je sens que je suis pris en compte et c'est vrai que ça instaure un climat qui est assez propice au travail et, euh, et à la collaboration sur le long terme, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, moi, c'est ce que je veux insuffler. Je dis pas qu'il faut s'adapter à toutes les requêtes clients, mais tu sais, quand ça parle argent, budget et même modèle d'affaires, moi, j'aime bien toujours trouver un terrain d'entente qui fait sens. Je te donne un autre exemple. Il y a un moment où j'ai commencé à intégrer des forfaits fixes et certains clients m'ont dit, moi, je préfère le pourcentage. Et je dis, d'accord, on va s'adapter. On a trouvé un pourcentage qui s'adapte à ce que le client avait besoin parce qu'il fonctionnait comme ça. Et je pense, dans ton cas, tu avais aussi besoin d'avoir plus de flexibilité sur le forfait. On avait un peu discuté en fonction des budgets et tout ça. Et pour moi, c'est un truc important, en fait, à pouvoir mettre, on va dire, se mettre d'accord dès le départ. Et même on continue dans la collaboration parce que c'est un sujet important, puisque ça peut aussi freiner le scale, comme tu le sais, quand tu as les dépenses sur l'agence qui augmentent trop vite ou qui augmentent d'une manière qui n'est pas possible pour l'e-commerce. Voilà. Je pense qu'on a quasiment terminé. Moi, j'avais peut-être encore une fois une dernière question. J'ai tellement de questions à vous poser que je me dis là, il faut que je m'arrête. Mais là, c'est vraiment la dernière. C'est si vous devez donner un conseil pour scaler à plus de 100, plus de 60, plus de 100 000 euros par mois en e-commerce, ce serait lequel que vous donneriez? C'est vraiment très rapide comme réponse, mais par rapport à ce que vous avez observé sur vos autres comptes et même par rapport à toi, Stéphane, par rapport à ton e-com qui actuellement se développe bien et on continue à te le souhaiter, que ça continue à aller de l'avant. Ce serait quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui nous écoute? Alors Euh, je laisserai aux professionnels parler plus en détail de ces choses-là. Et c'est vrai que de mon point de vue à moi, c'est vrai de attention au scale parce que on peut vite être
attiré entre guillemets par la passe du gain, dans le sens où on se dit allez c'est parti, je vois que la rentabilité est au rendez-vous, le chiffre d'affaires augmente, j'ai envie d'aller chercher plus loin, tout le temps plus loin. En tant qu'entrepreneur, c'est vrai que nous c'est notre rêve en fait d'avoir une croissance agressive, de se dire que allez plus je fais de chiffre d'affaires et puis plus je suis bien. Sauf qu'il y a beaucoup de frais en fait qui sont Ouais. cachés derrière. On l'a parlé tout à l'heure, je vais pas épiloguer dessus, mais si j'ai un conseil en fait à donner à ce niveau-là pour un entrepreneur, c'est vraiment attention à la croissance, il faut qu'elle soit maîtrisée et il faut pas partir dans tous les sens en se disant coûte que coûte qu'il faut envoyer quoi. Je t'avoue que tu as répondu exactement ce que. Enfin, je voulais que tu répondes en quelque sorte, parce que je suis vraiment 100% aligné avec toi. Et si tu regardes bien mathématiquement, tu as plus d'entreprises qui se cassent la gueule en scalant agressivement que d'entreprises qui réussissent vraiment en scalant agressivement. Et celles qui le réussissent, soit parce qu'effectivement, les fondamentaux étaient extrêmement solides, soit parce que derrière, tu avais des banques et des fonds qui étaient derrière, ou soit parce que c'était des entrepreneurs qui étaient juste très bons. Mais si tu regardes bien, la plupart des entreprises qui réussissent dans le temps sont des entreprises qui ont des croissances, on va dire, contrôlées sur ça dépend du business, mais entre 20 et 50% à l'année, ce qui est déjà très bien. Il y en a qui arrivent à faire doubler chaque année, mais on sait très bien que c'est très difficile au-delà d'un certain niveau de revenu. Et pour vous deux, Quentin et Elisabetta, de votre point de vue? Ben moi, pour ma part, Stéphane a déjà entamé tout ce qui se passe hors méta. Pour moi, c'est effectivement la gestion, tout ce qui va être coût et aussi stock, parce que on pense que forcément scale, ça se passe que dans le business manager ou que sur la plateforme, le canal qu'on utilise. Mais c'est surtout au niveau de la gestion des stocks, parce que c'est ici qu'on va être fortement bridé si jamais on arrive à scaler de manière forte. Sinon, sur la publicité, pour moi, c'est vraiment sur deux choses. C'est forcément la structure. Plus on a une structure simple, plus on va pouvoir scaler fortement et de manière saine. 2 campagnes, ça suffit. 3 campagnes, ça suffit largement pour aller scale. Et après, justement, c'est tout ce qui va être stratégie créa. C'est hyper important et ça le devient de plus en plus. Vraiment connaître son macro persona, connaître son micro persona principal. Je pense que c'est vraiment la base de toute stratégie créative. Et après, voilà, tout ce qui va être un peu plus poussé au niveau des niveaux de conscience, etc. Mais c'est vraiment toutes ces choses-là qui vont faire qu'on aura une stratégie établie et on va avoir des résultats rapides pour aller chercher justement un scale efficace. 100% aligné. Très bien Ouais. résumé. Si je résume, tester, 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 tester. Ouais, vraiment. Ah, ça, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Ok, guys, c'était super. Je vous remercie pour tout. C'était un super épisode et j'ai trop hâte qu'on le sorte. Et pour ceux qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner au podcast, que ce soit sur une plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou sur YouTube. Et laissez-nous un commentaire si vous avez bien aimé l'épisode. Merci à tous. Merci à toi. Merci. Merci à tous. Ciao les gars.